Bonsoir, donc je suis Priscilla Teuil, je suis heureuse d'être parmi vous ce soir dans le cadre de ces chemins de l'égalité et de la diversité. On va donc parler de glottophobie ce soir, pardon, c'est tout le rush là d'être vraiment au point très rapidement. Merci. Donc, j'ai intitulé cette conférence « Enseigner le français avec cet accent », puisqu'on est dans les cadres du rectorat de l'Académie d'Orléans-Tours, une discrimination, enfin la glottophobie, une discrimination insidieuse. Je vais y revenir sur ce terme cet adjectif que j'ai choisi de juxtaposer au terme glottophobie. On va passer à la diapo suivante. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il me semble important de présenter ma posture de chercheur, puisque comme le dit Bourdieu, il est important d'objectiver sa subjectivité. Je suis très consciente que cet intitulé de la conférence vous a fort probablement interpellé. Et d'ailleurs, avec Cécile, on a eu une petite discussion juste avant, lorsque j'ai proposé l'intitulé de la conférence. Cécile m'a dit, on a eu cet échange pour essayer d'atténuer un petit peu, entre guillemets, pour ne pas avoir des réactions qui ne seraient pas forcément les bienvenues de la part du public. Donc, il me paraît donc important de me situer en tant que chercheur pour ainsi contextualiser le sens de mes recherches, puisqu'on ne construit du sens qu'à partir de sa propre expérience. En parlant d'être humain, puisque la sociolinguistique, le domaine dans lequel je me situe, se situe donc, on est dans les sciences du langage, on étudie des êtres humains, et cela implique donc obligatoirement une dimension éthique, même si l'on prétend écarter toute subjectivité en tant que scientifique, en tant que chercheur. Ces photos donc, que vous voyez ici illustrent mon parcours, les pays dans lesquels j'ai eu la chance de vivre. La première photo, c'est Arlington Row, c'est en Angleterre. Bibury, c'est un des villages les plus photographiés des Cotswolds. Et cette rue, c'est la rue la plus instagrammée d'Angleterre, en Angleterre. J'ai voulu vous mettre de belles photos pour commencer, parce qu'après vous aurez beaucoup de textes. Et pour la petite histoire, c'est l'empereur Hirohito du Japon qui a séjourné. Et depuis, il y a eu des hordes de bus japonais qui viennent pour photographier cette rue qui est censée être la plus belle d'Angleterre. Et la petite histoire, il y a aussi sur les passeports britanniques, il y a aussi cette photo sur les passeports britanniques. Donc en Angleterre, j'ai aussi vécu à Terre-Neuve au Canada. Là, vous voyez, lac gelé. J'ai connu l'été indien dans l'Ontario et je suis originaire de l'île Maurice, donc le flamboyant qui symbolise donc l'été dans l'hémisphère sud. Alors tout ça, c'est important. Je vous parle pas de mon parcours par narcissisme, mais c'est important pour comprendre comment est-ce que je suis venue à m'intéresser aux discriminations. Diapo suivante. Donc l'île Maurice, qui est mon pays d'origine, voilà, je vous ai mis encore des photos, qui donnent envie. L'île Maurice est un pays qui est marqué par une situation sociolinguistique riche, diverse, intensément plurilingue, pluriculturelle, interculturelle, avec des traces de deux colonisations successives. Donc l'île a été colonisée par les Français, puis par les Britanniques, même s'il y a eu aussi d'autres colonisations avant, notamment portugaises et hollandaises, mais ils ne sont pas restés très longtemps. Donc, ce sont surtout les Britanniques et les Français qui sont restés longtemps, qui fait que l'île est, en tant que Mauricien, on est forcément obligatoirement bilingue, voire trilingue et polyglotte. Donc, ces traces de colonisation successives, elles sont encore visibles dans la composition de la matrice sociolinguistique de la société mauricienne, puisqu'ils cohabitent toujours donc ces langues de communication véhiculaire, donc que sont l'anglais et le français,
mais aussi des langues, ce qu'on appelle vernaculaires ou identitaires, qui sont donc des langues d'origine asiatique, le télougou, le marathi, le tamoul, etc. Le hakka, qui est une langue chinoise, le cantonais. Enfin, donc il y a donc une mosaïque de langues qui cohabitent dans des dynamiques rapides, fluctuantes, parfois même contradictoires. On dit en sociolinguistique, on dit que l'île Maurice est un vrai laboratoire de langue. Et Marcus Arnold, qui est un chercheur allemand, qui a travaillé donc sur la littérature mauricienne, parle de Maurice comme un Babel revisité. C'est pour vous dire la richesse des langues qui cohabitent à Maurice. Donc rapidement pour illustrer, pour vous expliquer ces photos, ici vous avez, j'ai choisi cette statue de Shiva, qui est la plus haute de l'hémisphère sud. Elle est située à Grand Bassin. C'est un lac qui se situe au centre de l'île. Et Grand Bassin, c'est un lac sacré pour les personnes indiennes, enfin les personnes d'origine indienne. Ce lac est un petit peu assimilé, si vous voulez, au Gange, puisque voilà, il y a cette idée de lac sacré. Ils viennent pour faire pour des pèlerinages, etc. Enfin, dans le même esprit que le Gange en Inde. Et donc cette statue, c'est la 3e plus haute au monde, pour dire donc le caractère très religieux des personnes d'origine indienne à Maurice. Donc, à tout cela, donc, se juxtapose une mosquée. Je vous ai mis une photo d'une mosquée, d'une église aussi très, très photographiée, la petite chapelle au nord, qui se trouve dans le nord de l'île, une pagode, un temple, et à côté de tout ce paysage, de bâtiments religieux, vous avez aussi cette modernité. Ici, c'est le Codan Waterfront, la capitale, qui se trouve à Port-Louis, la capitale. Donc, vous voyez une juxtaposition de tradition, de religion, avec une certaine modernité. On va passer à la diapo suivante. Ici, donc, puisque je vous parle de ma posture de chercheur et de mon parcours qui ont influencé donc mes choix de recherche et qui m'ont amené à travailler sur des questions d'égalité, d'équité, de diversité, d'interculturalité, de contact de langue, des pluralités francophones, des rapports de pouvoir et de domination en tant qu'ancienne colonie, de diversité linguistique et culturelle, d'altérité et bien sûr de la formation des enseignants. Puisque quand on parle de sociolinguistique, on parle aussi de didactique des langues. Comme vous le voyez, j'ai eu un parcours assez riche au sein de l'enseignement, la formation, la direction d'un centre de langue à l'Institut français de Maurice, dans des universités canadiennes, dans des universités à l'île Maurice et jusqu'à tout récemment à l'université de Tours. Alors tout cela pour vous dire que lorsque j'ai repris les études pour poursuivre en thèse, cela m'a donc la recherche doctorale m'a permis cet approfondissement épistémologique. L'épistémologie, c'est l'étude critique de la connaissance scientifique, du positionnement diversitaire, c'est-à-dire qui prend la diversité comme base première de réflexion et qui favorise donc des approches fortement qualitatives inspirées de courants phénoménologiques et herméneutiques. Je vais y revenir. Donc, mes réflexions portent autour des enjeux, des dynamiques, des implications liées aux questions de diversité linguistique, culturelle et formative, et dans des domaines de l'épistémologie, des sciences humaines, de la sociolinguistique et de la didactique des langues. Pour rappel, la phénoménologie, c'est un courant de pensée qui nous vient du Husserl, du XXe siècle, au XXe siècle. En philosophie, elle se base sur l'expérience, sur tout ce qui est expérience, tout ce qui est empirique. Et l'herméneutique fait référence donc à l'interprétation, pour simplifier l'interprétation des textes. Comment est-ce qu'on interprète ses expériences, son expérience? Très rapidement, donc, le plan que je vous propose, on va s'attarder un petit peu sur quelques définitions pour ensuite comprendre les origines de la glottophobie, pour parler d'insécurité linguistique, puisqu'on ne peut pas parler de glottophobie sans aborder le thème de la sécurité linguistique. Ensuite, passer à des témoignages de glottophobie avec quelques études, des exemples de glottophobie institutionnelle personnelle. Et ensuite, j'espère, je pense vous proposer quelques pistes de réflexion pour
comment lutter contre la glottophobie. Alors, ces définitions, on parle de glottophobie, on parle aussi de discrimination linguistique. Certaines personnes emploient aussi le terme de linguicisme ou d'accentisme, voire même de génocide linguistique. On va passer à la diapo suivante. J'ai pris ce tweet de Jean-Michel Blanquer, l'ancien ministre de l'Éducation, enfin, que vous connaissez très bien, je pense que ça fait polémique. Donc, il y a une seule langue française, une seule grammaire, une seule république. Donc, il a cité son tweet en 2017. Dans ce tweet, il s'agit ici du français présenté comme unique avec, enfin plutôt d'une certaine variété de français. Donc c'est le français scolaire. Il n'y a qu'un seul français, c'est le français académique, le français scolaire. Cette notion, elle ne peut fonctionner que dans le cadre d'un rapport idéologique à la langue. C'est une notion réductrice, restrictive, erronée, puisqu'enfin, d'un point de vue sociolinguistique, on est confronté aux pratiques sociales. Donc, ce qui fait qu'il ne prend pas du tout en compte les locuteurs. Et les langues, elles sont parlées par des personnes. Cela relève donc d'une croyance glottomaniaque, glottophobe, d'une part puisqu'on sacralise la langue et on en fait une vision partisane de la langue. Il y a cette idée de la sacro-sainte orthographe. On voit que, enfin, c'est tabou, on ne peut pas la, enfin, elle doit être figée, on ne peut pas la faire évoluer. Il y a l'orthographe, voilà, enfin, il y a tout le débat autour de l'écriture inclusive, etc. On parle de langue pure, donc si on dit langue pure, ça voudrait dire qu'il y ait des langues bâtardes, entre guillemets. On parle de la pureté de la langue. On parle de la faute qui relève du péché originel. Je vous renvoie à cela, l'idée de la faute. Donc, il y a tout ce vocabulaire presque religieux qui est érigé autour de la langue. On parle d'une maîtrise de la langue, ce qui sous-entend qu'il faut dompter, que c'est sauvage. Donc, bref, vous voyez qu'il y a vraiment ce caractère, cette pratique exclusive et excluante de la langue. Et que son usage produit et légitime des discriminations à prétexte linguistique. Dire qu'il n'y a qu'une seule langue, voilà, ça exclut certaines personnes qui ne parlent pas ce français académique de la société. On va passer à la diapo suivante. C'est bon? Oui, c'est bien cela. Merci. Donc le terme glottophobie, c'est un terme qui est passé, enfin que l'on entend maintenant dans les médias, mais c'est un terme donc issu de la sociolinguistique qui a été forgé par Philippe Blanchet, qui est professeur de sociolinguistique à l'université de Rennes. C'est important, enfin, il faudrait que je fasse une petite parenthèse pour vous dire que pour les sociolinguistes, la sociolinguistique, c'est la linguistique. Il y a tout un débat, même parmi les linguistes. Est-ce que la sociolinguistique, c'est la linguistique? Est-ce que la sociolinguistique, c'est une branche de la linguistique? Mais en tant que sociolinguiste, je dirais que la sociolinguistique, c'est de la linguistique. Puisque la linguistique générale, elle étudie les langues en elle-même et pour elle-même. C'est le côté formel de la langue. Et les sociolinguistes, on part du principe que la langue, elle ne peut être étudiée en elle-même et pour elle-même, puisqu'elle est parlée par des locuteurs. Il y a donc cet aspect social de la langue. Donc, la sociolinguistique, comme le dit Louis-Jean Calvet, la sociolinguistique, c'est la linguistique. Très rapidement, la sociolinguistique étudie le langage en prenant en compte des facteurs externes à la langue et en considérant uniquement les structures linguistiques en considérant les structures internes qui est étudiée en linguistique formelle. Elle envisage donc, la sociolinguistique envisage l'évolution de la langue dans un contexte social et donc avec ces facteurs externes, économiques, démographiques, sociaux, politiques. On va passer à la diapo suivante. Discrimination insidieuse. Donc j'ai voulu juxtaposer cet adjectif puisque c'est un adjectif qui est plutôt utilisé pour parler d'une maladie.
voilà, bénigne, qui se répand insensiblement, sournoisement, qui cherche à tromper, voilà, c'est caché, c'est trompeur, on ne sait pas trop bien ce que c'est. Et j'ai trouvé que, voilà, enfin, assigner cet adjectif à la discrimination linguistique, était assez pertinent. On va passer à la diapo suivante. Ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que la discrimination linguistique ou la glottophobie, cela constitue l'une des modalités de discrimination les plus fréquentes et pourtant les moins identifiées car elles sont méconnues. Puisqu'on se dit c'est une discrimination linguistique, ça ne touche pas les personnes. Maintenant, comme je vous disais, les langues sont parlées par des personnes. Et donc, il y a tout un cercle vicieux qui perpétue ces discriminations linguistiques. Son absence d'identification, donc, la rend plus facile à exercer. Donc, on l'exerce de manière insidieuse et elles sont donc plus nombreuses. Le résultat, c'est qu'elles sont banalisées et rarement signalées, comme on le sait. Donc, tous ces termes, donc, merci, glottophobie, discrimination linguistique, linguicisme. Pour Philippe Blanchet, qui a forgé ce terme, il est préférable d'utiliser le terme glottophobie, puisque c'est formé donc sur la matrice de mots comme xénophobie, islamophobie, homophobie, et que là, on comprend bien que ce sont des discriminations sur des personnes et non sur des pratiques linguistiques. Et qu'il est donc essentiel de déplacer la question des discriminations à prétexte linguistique du champ linguistique au champ sociopolitique, d'où le terme préférable donc d'utiliser glottophobie plutôt que discrimination linguistique. C'est vrai qu'au Québec, par exemple, ils utilisent le terme accentisme, donc discrimination par les accents. Il y a aussi ce terme linguicisme qui a été forgé par Skutna Kangas, une linguiste d'origine finlandaise. Donc linguicisme, vous voyez qu'il y a bien ce terme isme, comme dans l'idée de tuer. Et donc tuer une langue, on voit bien cette idée de tuer, enfin comme dans glottophagie, etc. Phagie, manger la langue. La définition de la glottophobie, merci. Suivez, c'est super. La définition, donc je vous ai mis en gras là, c'est vraiment ce mépris, cette haine, cette agression et donc probablement le rejet, puisque dans glottophobie, c'est pas phobie au sens de peur, mais phobie au sens de rejet de personnes. Et c'est une discrimination sur le plan éthique et juridique, puisque l'hégémonie permet de légitimer une domination via un certain ordre des choses, ainsi que de les reproduire sans qu'ils soient contestés, puisqu'on se dit c'est comme ça, on ne se pose pas la question. On les présente comme naturelles, ces discriminations, alors c'est-à-dire qu'elles sont inévitables. C'est l'ordre des choses. Et on dissimule donc qu'il s'agit d'une construction, que d'autres choses, enfin d'autres possibilités sont peut-être envisageables. Et on masque donc les inégalités et les injustices vécues par les personnes qui n'ont pas la langue dominante, par exemple, ou qui ne parlent pas avec l'accent convenable, entre guillemets. On va passer à la diapo suivante. Donc, il est essentiel de différencier entre hégémonie et domination, puisque, comme je vous l'ai dit, l'hégémonie, c'est l'ordre naturel des choses. Alors que la domination, il faut quand même se la faire accepter. On parle donc d'hégémonie des idéologies linguistiques glottophobes. On dit qu'elle est puissamment installée dans plusieurs sociétés et on ne s'en rend plus compte. On va passer à la diapo suivante. En anglais, il m'a semblé aussi important de faire l'analogie en anglais, puisque l'anglais c'est aussi présent en langue internationale. On parle de linguicism, languagism ou glottophobia. Et ici, je vous ai mis la couverture de l'ouvrage de Skutna Kangas du milieu des années 80.
qui a forgé donc ce terme de linguicisme. Et si vous arrivez à voir, elle parle donc de génocide linguistique. Et les exemples, ce qui est intéressant dans son livre, c'est que ces exemples proviennent de toutes les parties du monde afin d'éviter justement cet eurocentrisme, puisque souvent on a une posture de chercheurs du Nord, de vision de chercheurs du Nord. Et ici, elle montre comment la plupart des enseignements dispensés aux personnes dans des pays du Sud, aux minorités, contribuent au génocide linguistique selon les définitions des Nations Unies. Sur la diapo suivante, c'est un ouvrage donc, qui s'inspire de ses travaux sur l'éducation des minorités, ce qu'elle appelle des autochtones et les immigrés. Elle parle de multilinguisme, des droits de l'homme dans le domaine linguistique et des questions de langue et de pouvoir, donc questions de domination, d'écologie de la langue à l'échelle mondiale. C'est un riche mélange d'articles ici dans cet ouvrage qui permet de souligner que ces questions sont comparables dans le monde entier, que de nombreux sujets disparates peuvent s'enrichir mutuellement et que notre compréhension des questions peut aussi bénéficier d'une couverture globale, réfléchie et engagée. Et je vous ai aussi mis la photo de Robert Philipson, puisque c'était son mari, et que cet ouvrage célébrait le 60e anniversaire de Tove Skutnab Kangas. Donc, c'était un cadeau de son mari pour son 60e anniversaire. Oui, et pour la petite histoire, je l'ai rencontré, Robert Philipson, il n'y a pas très longtemps. Il venait de perdre sa femme, puisqu'elle est décédée depuis. Et c'est vrai que c'était émouvant ils m'ont parlé, parce qu'ils ont beaucoup collaboré. C'était assez émouvant de voir, quand il en parlait, que visiblement c'était encore assez frais. Et je trouvais ça mignon, parce qu'on aime tous les belles histoires d'amour, même entre linguistes et scientifiques. La diapo suivante. J'ai aussi choisi de vous présenter rapidement ce livre de Calvet, Jean Calvet, que vous connaissez sûrement, qui est un ouvrage classique de la politologie, plus encore que de la sociologie des langues. Et ce qui est intéressant ici, c'est que cette première édition, elle date de 1974, Linguistique et colonialisme, et l'édition elle a été refaite là tout récemment, il y a quelques jours, pour le 50e anniversaire, donc, puisqu'il est sorti en 1974. Il s'intéresse ici dans ce livre aux politiques des langues, que ce soit entre langues différentes, par exemple avec la prééminence du globish, dans les échanges scientifiques mondiaux ou au sein d'une même langue, par exemple lorsqu'il s'agit de réduire les variantes régionales ou de réformer l'orthographe. Dans ce livre, il parle aussi de glottophagie, donc manger d'autres langues. C'est ce qui se passe lorsqu'une langue en mange une autre, on dit glottophagie. Par exemple, c'est le cas donc de l'anglais, du français, qui élimine donc des langues autochtones lors de colonisation. Et cela va de pair avec l'anthropologie physique, mêlant les intérêts politiques, économiques, idéologiques, puisque la science des langues à laquelle travaillent, avec cette science des langues à laquelle travaillent les linguistes, a longtemps servi à justifier justement l'entreprise coloniale. Et on le sait, ça a laissé des séquelles. Donc, est-ce que c'est une remise en question de l'ordre des choses? Rejeter notre manière de parler, c'est donc, vous l'avez compris, rejeter la personne, les attributs d'une personne, rejeter notre personne en elle-même. Quand on traite des individus différemment selon leur manière de parler, ce sont des êtres humains donc que l'on discrimine, que l'on rejette. Et on a choisi donc d'utiliser une norme qui est la norme des dominés, des dominants, pardon, qui sont donc adaptés à certains contextes et ne sont pas analysés comme le résultat d'un choix politique, de la hiérarchisation et d'inégalités sociales. Philippe Blanchet dit que la manière dont nous parlons,
cela constitue un attribut de notre personne, au même sens que notre nationalité, que notre couleur de peau, que la couleur de nos cheveux, de notre sexe, etc. Bourdieu parle d'habitus incorporés. Et donc, discriminer une personne sur sa manière de parler, c'est discriminer tout court. Puisqu'il faut aussi savoir que le plurilinguisme et la pluralité linguistique constituent une situation universelle et normale. C'est juste que nous, on a été baignés dans cette idée de monolinguisme, de pureté de la langue, etc. Diapo suivante. J'ai trouvé cette image, enfin, puisqu'on parle de discrimination, essayer de comprendre, je vais passer très rapidement sur voilà, comment est-ce qu'on en arrive là. Cette idée de stéréotypes, préjugés, d'attitudes discriminantes. On sait que les stéréotypes simplifient la vie, c'est humain, ça fait partie du processus cognitif. On a tous des stéréotypes, même en tant que chercheur, même si je travaille dessus depuis plusieurs années, j'ai aussi des stéréotypes, tout comme vous, même, enfin, on en a parlé tout à l'heure. Et donc, ces stéréotypes mènent à des préjugés qui sont basés donc sur les stéréotypes qu'on a, et qui qui mènent à des comportements discriminants. L'idée, c'est de se poser des questions afin d'inviter les personnes à réagir, par exemple, s'il y a des comportements discriminants, essayer par exemple d'utiliser l'humour, faire ressortir l'absurdité de la situation avec de l'humour, ça pourrait peut-être passer pour éviter ce type de fausses croyances. Donc, les stéréotypes, merci, sont donc ces croyances caractéristiques d'un groupe, assignation de caractéristiques larges au groupe. On sait que voilà, en France, on est perçu comme portant le bonnet, la baguette, on mange du pain tous les jours, on boit du vin aussi et on porte la marinière. Donc, c'est lié à ces connaissances générales d'un groupe. Je vais vous laisser lire. Donc, ici, oui, les Français portent des bérets ou les Espagnols font souvent la sieste. Et quel est le résultat? Les préjugés. Donc, cela nous amène à avoir des préjugés négatifs suite à ces stéréotypes. Puisque, donc, on voit que les Français ne mangent que des baguettes à tous les repas, tous les jours. Ou parce qu'ils font la sieste, les Espagnols sont perçus comme étant paresseux. Et donc, ça nous amène à des préjugés. Ou voilà, les femmes qui réussissent ont une promotion canapé. Ça, je l'ai vécu, donc je peux en parler. Voilà, ça pourrait être l'objet d'une autre conférence. Donc, on va passer à la deuxième partie, comprendre les origines de la glottophobie. Il s'agit donc je vais retourner rapidement sur ce tweet de Blanquer que j'ai trouvé très explicite et qui illustre vraiment cette notion de glottophobie. Il y a une seule langue française, une seule grammaire, une seule république. Donc, pourquoi est-ce que cette glottophobie, elle est si masquée? Il y a cette conceptualisation, y compris en philosophie, en sciences de manière générale, que la langue est un outil cognitif, c'est-à-dire qu'elle serait extérieure à l'humain et qu'elle pourrait être évaluée, modifiée, invalidée d'un point de vue strictement technique. On parle d'opérations cognitives. Or, les langues n'existent pas sans que les gens qui les parlent, comme je vous l'ai dit. L'histoire d'une langue, c'est aussi l'histoire de ses locuteurs. Le sociolinguiste s'inscrit donc dans une démarche descriptive. On n'est pas dans une norme prescriptive. Les grammairiens sont dans une norme prescriptive. Les sociolinguistes sont dans une norme descriptive. On décrit la langue, on observe la langue, on observe ses évolutions. Et le but de ces recherches, des recherches du sociolinguiste, n'est pas d'ériger des règles, de normaliser la langue, d'avoir des normes, mais de considérer des structures linguistiques internes, sociales, etc. Donc, d'où cela nous vient pour remonter à très loin, donc chez Platon, Aristote, on parlait donc de cette idée que la langue doit être un outil rationalisé, au service d'une expression d'une pensée rationnelle, sans affect. Et si on reste dans cette tradition grammaticale française, ici, je suis sûre que vos profs de français doivent faire de l'analyse logique.
Oui, on en a tous fait de l'analyse logique et on continue à le faire. Rivarol parlait de l'université de la langue française. Pardon, de l'universalité, pardon, pas de l'université, de l'universalité de la langue française. Boileau disait ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement. Ça doit être clair, pur. Chez Saussure et Chomsky, hein, les linguistes, linguistes les plus connus, Saussure parle donc de, chez Saussure, on a donc, Saussure est associé à la linguistique structurelle, qui étudie donc la langue en elle-même et pour elle-même. On en a parlé juste avant, alors que chez Chomsky, donc, il dit on étudie la langue idéale parlée par un locuteur idéal dans une société idéalement homogène. Il y a encore cette idée de pureté. Tout est idéal. On parle aussi, voilà, du locuteur natif idéal. Moi, je le vois toujours encore dans ces annonces de profs de FLE. Locuteur natif, souvent on ne met plus monolingue, mais voilà, locuteur natif. Et dans cette idée de cette tradition linguistique moderne, de cette idéologie sous-jacente de regard scientifique objectif, il y a cette idée de la langue comme un code qui est complètement déconnecté finalement des usages sociaux et des personnes. On va passer à la diapo suivante. On arrive au XVIe et au XVIIe siècle. On est à Tours. Vous l'avez tous entendu, je pense que voilà, le français le plus pur est parlé à Tours. Je pense que on a beaucoup joué là-dessus. Les écoles de langue jouent beaucoup dessus, voilà, pour attirer des élèves, des étudiants étrangers, et que c'est même connu jusqu'au Japon, en Corée. Lorsque j'ai rencontré des étudiants, ils me disaient ah oui, mais c'est vrai, on est à Tours parce que c'est la langue la plus pure. et donc voilà, ça date de cette époque où nous avions donc voilà les châteaux de la et c'était le fief, la résidence des rois, ça vient de là. Donc, langue dominante parlée par des rois. Et l'histoire, le mythe est resté. C'est aussi lié à l'Académie française, érigée au XVIIe siècle, puisque on se dit c'est le meilleur français, c'est le français de l'Académie française. On parle du français de la plus saine partie de la cour. Donc, mais après, on pourra y revenir parce que là, j'ai essayé de compacter. J'ai tellement de choses à dire et que le temps passe vite, mais l'Académie française, on en reparlera peut-être éventuellement après. Donc, vous l'avez compris, les pratiques linguistiques ne peuvent être dissociées des personnes. Et de là découle évidemment que toute attitude à l'égard de pratiques ressources linguistiques est une attitude à l'égard des personnes. Puisque les pratiques linguistiques sont sous-tendues par des mécanismes de domination complexes dont les discriminations linguistiques ne présentent qu'un seul aspect. Et on se rappellera qu'un siècle plus tôt, en France, on ne parlait pas tous français. Le pouvoir des mots, j'ai voulu vous mettre cette diapo, voilà, puisque on le sait, hein, c'est celui qui maîtrise la langue dispose d'un atout précieux par rapport à celui qui ne la maîtrise pas. Et donc la glottophobie survalorise, tend à survaloriser le monolinguisme, et cela constitue également une violation des droits linguistiques, je le souligne, c'est même dans des textes de l'ONU. Lorsqu'on discrimine à la fois la langue maternelle d'un groupe communautaire et des caractéristiques individuelles de leur discours, c'est discriminer une personne. Donc les personnes qui sont au pouvoir, ça les arrange d'avoir le pouvoir et de le garder grâce à la langue, grâce au pouvoir des mots. Donc, pour citer Bourdieu, hein, le langage et pouvoir, le pouvoir des mots. Donc, consciemment ou inconsciemment, il y a cette défense d'une orthographe complexe, donc par ceux qui la connaissent, qui la maîtrisent, qui se disent nous, on a tellement galéré. Oui, vous êtes dans le milieu, vous le savez, on a tellement galéré pour apprendre les accords, les participes passés, ils n'ont qu'à faire pareil. Ils ont peur donc justement de perdre leur avantage comparatif.
Troisième partie, je viens donc maintenant à l'insécurité linguistique. L'insécurité linguistique, elle peut bon, parce qu'on ne peut pas parler de glottophobie sans parler d'insécurité linguistique. Ça va de pair. Elle se caractérise donc comme une forme de malaise, enfin plus ou moins accentuée selon les personnes, liée à la crainte de ne pas parler la langue comme il le faut, avec le bon accent ou avec le bon vocabulaire, selon les normes qui sont prescrites. Elle est rattachée donc aux représentations qu'un groupe ou qu'un individu entretient à l'égard de sa ou de ses langues. Les représentations linguistiques, elles sont fluctuantes chez un même individu qui peut se représenter sa langue positivement ou négativement selon des situations d'interaction dans lesquelles il va se retrouver. Par exemple, une personne peut évaluer positivement ses pratiques langagières quand elle parle aux personnes de sa communauté. La personne, elle est à l'aise. Mais lorsqu'il s'agit de s'adresser à une personne d'une autre communauté qui appartient à une sphère supérieure, on va dire, elle se sent en insécurité linguistique puisqu'elle pense qu'elle va être jugée. L'insécurité linguistique se manifeste surtout lors d'interactions formelles, à l'oral, essentiellement, puisqu'on est dans la spontanéité, entre des personnes qui incarnent une façon idéale de parler la langue, celle qui représente la norme, et celle qui ne la possède pas ou pense ne pas la posséder. Alors, l'insécurité linguistique, ça a été mon sujet de recherche doctorale pendant plusieurs années, donc je connais bien, puisque je l'ai aussi vécu. Donc, j'ai mené des entretiens de terrain auprès des témoins qui m'ont évoqué ces termes de souffrance, de malaise, de honte. On m'a parlé de honte, de manque de confiance en soi, d'estime de soi, de mépris de soi, de dévalorisation, de stigmatisation. Sur ces photos, vous avez vous aurez reconnu la petite fille que j'étais. Je ne sais pas si vous aurez dit oui, avec les cheveux noirs, c'est moi, que j'étais à l'âge de 8 ans. Lorsque je suis arrivée en France pour la première fois. J'avais été confrontée à des expériences marquantes sur lesquelles, bien évidemment, je n'avais pas pu mettre de mots. J'étais ici avec mes cousins qui s'étaient moqués de moi et de ma manière de parler. Je disais par exemple le map pour dire la carte de France, puisque vous savez que, comme je l'ai dit, à Maurice, voilà, c'est très bilingue, comme au Canada, c'est un peu du franglais. Je disais aussi le pain moule pour désigner le pain de mie. C'est du français mauricien. Et j'avais un accent mauricien. Voilà, j'avais un accent, cet accent mauricien caractéristique, voilà, des personnes des îles. Et mes cousins s'étaient moqués de moi en imitant mon accent. Ensuite, je me souviens clairement que ça avait été aussi l'hilarité générale lorsque j'avais confondu un Babybel. Je pensais que c'était un bonbon. Parce qu'on n'avait pas de Babybel encore à l'île Maurice. Maintenant, oui, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Donc, je me suis sentie, on va dire, ostracisée, exclue, et je n'osais plus prendre la parole, alors que j'étais très timide, j'étais hyper timide. Alors, tout cela pour vous dire qu'on ne ressent pas le même type d'insécurité linguistique selon le fait que ce soit notre langue maternelle, notre langue seconde ou notre langue étrangère. En étant mauricienne, le français est ma langue maternelle. Me dire que je ne parle pas bien ma langue maternelle fait de moi une locutrice illégitime de la langue. J'ai ressenti cette illégitimité, c'est cette insécurité linguistique, puisqu'on est encore dans ce mythe du locuteur natif, monolingue, qui n'a pas été contaminé par des contacts de langue. Il doit être monolingue et ne parler que le français. Et souvent, je constate qu'il y a des étudiants de FLE qui cherchent encore ce locuteur natif qui ne parle ni anglais, ni voilà, ils veulent qu'un prof natif français, voilà, qui ne parle aucune autre langue. Et donc, comme vous voyez, cela peut avoir des incidences sérieuses sur l'estime de soi et sur sa construction identitaire. Je dois aussi rajouter que ce n'est pas uniquement lié aux accents, mais aussi au fait de parler des langues qui sont considérées comme minoritaires ou minorées. Ça peut être le corse, le basque, le créole, le tagalog, le wolof, etc. Donc, si on ne parle pas les langues considérées comme normées, internationales, prestigieuses, le locuteur se sent dévalorisé.
L'insécurité linguistique, cette notion, elle nous vient de Labov, qui est un linguiste américain, c'est un terme qui a été forgé dans les années 60-70, dans une étude qu'il consacre à la stratification sociale de la langue anglaise à New York. Où il a pris comme terrain 3 grands magasins en centre-ville, puisque ce sont trois grands magasins fréquentés par 3 couches sociales différentes. Ouvriers, ensuite des ouvriers, la classe moyenne et la haute bourgeoisie. Il a observé que la prononciation du segment R, puisque c'est l'étude, elle s'appelle The Social Stratification of R, je crois que c'est la stratification sociale de la prononciation du R à New York. Il a donc observé que cette prononciation du segment R indiquait l'appartenance sociale du locuteur observé. L'hypothèse étant que si 2 sous-groupes de locuteurs de la ville de New York étaient classés dans une échelle de stratification sociale, ils seraient alors classés dans le même ordre par leur utilisation différenciée de la prononciation du R. Il a aussi observé que les locuteurs de la classe moyenne voulaient imiter la prononciation de la classe supérieure, alors que les ouvriers, ils tendaient à imiter la prononciation de la classe moyenne. Vous voyez, il y a des enjeux de mobilité sociale qui sont affectés, qui sont associés, à cette insécurité linguistique. Et les conséquences de l'insécurité linguistique, c'est que soit on est dans l'hypercorrection. Par exemple, on va dire 4 enfants. Alors, on va dire 4 enfants, on va faire cette hypercorrection, où on va simplement se renfermer, ne plus parler. On va être muet, vraiment se renfermer dans un mutisme. On sera quasiment invisibilisé, effacé. Et il y a cette honte d'avoir honte. On ne dit pas qu'on a honte. C'est un peu comme une honte au carré. Et qu'il y a des indices sémiotiques indicibles. On est dans le retrait, on est effacé complètement. Une autre chercheure qui a beaucoup travaillé dessus également, c'est Annette Boudreau. À l'ombre de la langue légitime, c'est un petit peu une sorte d'autobiographie, d'ouvrage scientifique, un mélange de tout cela, pour parler de l'insécurité linguistique qu'elle a vécue en arrivant en France à l'âge de 18-20 ans, lorsqu'on s'est moqué de son accent. Parce qu'elle vient de l'Acadie, pas du Québec, mais de l'Acadie, où ils ont encore un français différent, ils parlaient le chiac. Et elle le dit, elle s'est sentie blessée, puisque c'est sa langue maternelle. Et donc, maintenant, elle est professeure émérite à l'université de Moncton. Et cet ouvrage met en évidence le fait que la domination sur les minorités francophones acadiennes est entretenue par les discours sur la pratique du bon français parlé. Et bon français parlé, c'est de France. Bien évidemment, le de France, c'est bien sûr de la région parisienne. C'est pas le français des banlieues. Elle nous raconte donc comment cette cohabitation avec l'anglais, langue de la majorité et de la réussite sociale, tout comme la conscience de parler un français différent de celui qui est traditionnellement valorisé dans la francophonie, font de l'Acadie un terrain propice pour l'étude des mécanismes qui mènent à la dévalorisation structurelle des langues qui sont pratiquées par les minorités et à l'intériorisation d'un regard dépréciatif à l'égard de leur propre pratique langagière. Ils en viennent à se déprécier eux-mêmes de leur langue. Elle a fait beaucoup de recherches. Je vous invite à, si vous vous intéressez à la question de lire ces ouvrages. Donc, l'autre livre, c'est Dire le silence, qui est paru il n'y a pas très longtemps, puisque dans cette idée de silence, il y a aussi ce sentiment de dépossession linguistique. Elle dit qu'elle ne se sentait plus en possession de sa propre langue. Lorsqu'on est en insécurité linguistique, on n'ose plus prendre la parole, on se renferme dans ce mutisme. Le silence, c'est donc la manifestation la plus aiguë de l'insécurité linguistique. On préfère se taire tout simplement plutôt que de se sentir jugé. Et ça se voit, comme le dit Bourdieu, il parle de l'exis corporel, puisque ça se voit aussi dans notre manière de nous tenir. On sera en retrait,
Bourdieu dit que c'est vécu dans le corps, cette souffrance, qu'elle est intériorisée. Ce qui est aussi intéressant dans l'ouvrage d'Annette Boudreau, c'est qu'elle parle de la responsabilité sociale du chercheur. En tant que chercheur, on observe, mais c'est aussi à nous, voilà, d'en parler, d'être acteur dans un milieu donné et d'en parler tout simplement pour la faire connaître, enfin, que cela existe, d'arriver à mettre des mots sur cette insécurité linguistique. Elle a eu beaucoup de mal à en parler. Je me souviens, enfin, je l'ai rencontrée plusieurs fois. Elle en parle même avec les larmes aux yeux, même après tout ce temps. Elle a travaillé pendant plus de 20 ans sur le thème de l'insécurité linguistique et ça lui arrive vraiment souvent d'avoir les larmes aux yeux en parlant de tout ce qu'elle a vécu. Pour illustrer davantage cette insécurité linguistique, enfin Annie Ernaux, Laplace, qui dit « Tout ce qui touche au langage est dans mon souvenir motif de rancœur et de chicane douloureuse ». Il y a encore ce besoin de se sentir légitimé, cette recherche de mobilité sociale, puisque lorsqu'il y a des enjeux, on est plus ou moins en insécurité linguistique. Il faut qu'il y ait des enjeux. S'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas forcément d'insécurité linguistique. Il y a encore, on retrouve aussi cette peur du regard de l'autre, du jugement. Je vous ai mis sur la diapo suivante, voilà, en surligné ces termes que j'ai trouvés intéressants, qui montrent que les représentations linguistiques sont fluctuantes chez un même individu, qui peut se représenter sa langue positivement ou négativement selon des situations d'interaction dans lesquelles il se trouve. Alors, on va passer à l'autre diapo, Language and Sexism. Ah oui, merci, super. Donc, dans le langage également, je trouve qu'il y a aussi de l'insécurité. Là, j'ai pris des termes en anglais, puisque les mots comme old maid ou spinster, qui se traduisent par vieille fille, alors qu'en anglais, on va dire bachelor pour dire un homme célibataire pas marié, et que voilà, enfin, on parle de master ou mistress, enfin pareil en français, hein, la maîtresse, voilà, qui est une connotation péjorative. On parle aussi de filles-mères parfois, qui sont voilà, enfin des termes assez péjoratifs et qui produisent donc de l'insécurité chez les personnes. Je vais parler très rapidement des linguistes atterrés, dont je fais partie. Enfin, je pense que vous l'avez aussi sûrement vu, c'est sorti il n'y a pas très longtemps, en mai 2023, où les linguistes atterrés ont fait part donc de notre indignation en entendant voilà, le péril mortel de la langue française, le français est massacré par des jeunes, l'écriture inclusive, ça ne va pas, on est envahi par l'anglais, que le français appartient à la France ou que le français est réglementé par l'Académie française. Non, ce sont encore, voilà, tout ça, ce sont des idées reçues, puisque voilà, la langue, elle évolue. On ne parle pas le même français que parlait Molière ou que parlait Chrétien de Troyes au Moyen-Âge, et que c'est normal. On parle bien de langue vivante et non pas de langue morte, et qu'elle évolue. Et c'est normal, c'est tout à fait normal qu'il y ait des emprunts, des anglicismes qui rentrent dans la langue, c'est normal. Je vais passer rapidement au témoignage de glottophobie, puisque l'heure file, et on va peut-être... est-ce qu'on a prévu oui. Merci. Alors, je vais vous faire écouter ici un extrait d'interview de Sabrina Ouazani. Enfin, je vais vous laisser prendre connaissance, ça dure 1 ou 2 minutes, qui parle de cette discrimination qu'elle vit en tant qu'actrice, puisque Sabrina Ouazani, c'est une actrice comédienne, qui a été révélée par le scénariste et réalisateur Abdelatif Kechiche, et elle a un fort accent des banlieues. Et enfin, je vous laisse, j'espère que ça marchera. Quand tu vas pour le YouTube, ça marche pas. Qu'est-ce que tu vois toi sur l'écran? Pour l'instant, on voit ton Firefox. Là, on voit que tu vas mettre l'adresse.
Et on voit que J'espère que au niveau du son, est-ce qu'on entendra? je demande aussi. Est-ce que vous entendez à distance? Alors, je vais mettre le micro sur à côté de ton ordinateur. Là, on voit la vidéo en plein écran. Vas-y. Une photo des Justes, pièce incroyable d'Albert Camus, mis en scène par Abdelmalik. Tu sais, on parlait de diction tout à l'heure, pour la promo de l'Esquive, je crois, pour la promotion de l'Esquive, j'avais fait une interview. Et un jour, un journaliste m'a demandé quel était le rôle que je rêvais d'interpréter. Et j'ai répondu Juliette, de Roméo et Juliette. Et ce journaliste s'est mis à me rire au nez. Mais comme vous n'avez pas idée, et je lui dis mais pourquoi vous riez? Il m'a dit mais enfin Juliette quoi, Juliette. Et puis vous faire du théâtre avec votre diction, on en revient toujours là, avec votre accent de banlieue. Mais il m'a dit ça comme ça et ça m'a fait tellement de mal, ça m'a tellement rabaissé, humilié que je n'ai plus jamais répondu cette réponse. Je commence un peu à reprendre confiance en moi, mais surtout ce qui m'a donné confiance en moi, ça a été la rencontre avec Malik, le fait qu'il m'offre ce rôle de Dora. C'est un cadeau. Pouvoir jouer au Théâtre du Châtelet, les mots d'Albert Camus, sous l'œil bienveillant d'Abdelmalik. C'était un beau challenge, c'était incroyable pour moi et c'était quelque chose dont je rêvais. Donc, je l'aime, Dora, et je l'aime, Abdelmalik. Voilà donc exemple de glottophobie. J'ai un autre exemple d'Adèle Exarchopoulos, mais on va peut-être pas l'écouter puisque j'aimerais, que le temps file et que j'aimerais chose. Juste que si vous voulez, vous pourrez la retrouver en fait, cet extrait d'Adèle Exarchopoulos en ligne. C'était dans une émission de Canal+ où on lui dit tu es très belle, mais tu parles, on dirait mon pote Abdel, parce qu'elle a aussi un accent. On va passer à la diapo suivante, la glottophobie en présidence et sans accent. Ah oui, celle-ci, oui, merci. Oui, merci. Alors, oui, donc je vous ai fait cette capture d'écran ici, glottophobie, un président c'est sans accent, lorsqu'on a eu Jean Castex. Non, Castex, il était Premier ministre, pardon, oui, oui, mais bon, il y a eu donc toute cette polémique autour de son accent. Jean Castex a moqué parce qu'il a un accent chantant, ou lorsqu'on a eu un peu plus loin, ça remonte un petit peu lorsque Jean Lassalle et Philippe Poutou étaient candidats à la présidentielle. C'est aussi moqué de leurs accents. Voilà, président avec cet accent, c'est pas possible. Ou on pense aussi à Eva Joly, je crois que c'était, je ne sais plus, en 2012, parce qu'elle s'est présentée aussi je crois que c'était Europe Écologie Les Verts, à l'élection présidentielle, et on m'a dit non mais c'est pas possible avec votre accent d'étrangère, non c'est une blague. Donc voilà, c'est pour être au pouvoir, il faut avoir l'accent normé entre guillemets. Et on pense aussi à Benoît Hamon qui vient du Finistère mais qui a gommé son accent. D'autres exemples de glottophobie institutionnelle, il y a en sociolinguistique, c'est très connu, ce cas de Romain Colonnac, un collègue de l'université de Corse, qui est maître de conférence à l'université en Corse, et qui était professeur certifié de Corse. On lui a dit « Je vous enverrai vos papiers de titularisation lorsque vous aurez changé de langue sur votre répondeur », parce qu'il avait mis son répondeur en Corse. C'est le message d'un fonctionnaire de l'éducation nationale qui lui dit cela. Donc, on voit qu'il y a cette forme de légitimation sociale de ce genre de comportement, on se permet de faire de tel type de remarques. Autre témoignage, mais on ne va pas forcément l'écouter non plus puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, il y a ce fameux jour où sur une production, un stagiaire m'a sorti « C'est marrant, ton accent, ça fait ni mi-branleuse, mi-séductrice. » J'ai complexé et l'idée d'aller voir un orthophoniste m'est venue. Au point de, voilà, c'est montrer à quel point ça peut être grave. Oui, merci. Autre exemple,
Ici, c'est dans le cadre scolaire, certains profs, certains enseignants qui disent « mais ils ne parlent rien », alors qu'ils parlent leur langue. Leur langue, mais pour l'enseignant, ils ne parlent rien. Ils sont là pour parler le français, ils n'ont pas à parler leur langue. On leur interdit de parler leur langue dans le contexte scolaire. Autre type de discrimination, ça je l'ai pris de l'extrait du livre de Philippe Blanchet, « Combattre la glottophobie ». Où il dit, enfin cet exemple qu'il cite, qui est très connu aussi en sociolinguistique, dans le cadre scolaire toujours, lorsque l'enfant se présente, il dit « je m'appelle Ahmed » avec le H puisque le H est prononcé. Et l'institutrice, ou enfin l'enseignante qui lui dit « mais en France, on ne prononce pas le H, répète ton nom, c'est Ahmed ». Et là, l'enfant se met à pleurer. Donc, on voit qu'il y a cette atteinte à l'identité de la personne. Ça touche vraiment à qui l'on est. Et pour faire la différence, par exemple, avec John, est-ce qu'on va lui dire « tu t'appelles John ?» Personne ne lui dit « tu t'appelles John », c'est bien John. Ça ne viendrait à aucun enseignant de le corriger. Alors que voilà, Ahmed, c'est pas Ahmed, c'est Ahmed. Il y a eu aussi l'affaire Fanch, pas très longtemps, en 2017, où il y a eu toute cette polémique autour du prénom du petit Fanch, puisqu'il y avait ce tilde sur le N. Et que c'était censé, enfin, selon le circulaire ministériel de 2014, le tilde sur le N ne fait pas partie de l'orthographe, enfin, de l'alphabet français. Et donc, tout ce débat autour, et enfin, je vous ai mis cette citation de Guénaud aussi, qui m'a paru intéressante. On va passer à l'autre diapo. Donc, vous l'avez compris, pour être au pouvoir, il ne faut pas avoir d'accent, mais ça peut être accepté, par exemple, si on fait la météo, si on fait de la mode comme Christina Cordula, même si elle dit qu'elle a été recalée à la première fois. Elle dit qu'elle, voilà, à cause de son accent, elle a été recalée la première fois, mais que finalement, on a joué là-dessus et que les accents finalement sont acceptés dans le domaine de la mode, de la météo, des terroirs, pour la cuisine, dans le sport, ça passe, tout ce qui est accent sud-ouest, etc. Mais si vous voulez appartenir à un milieu dominant, il vaut mieux pour vous ne pas avoir d'accent. Enfin, après, qu'est-ce que c'est que l'accent? Diapo suivante. Ici, c'est un témoignage d'une Américaine que j'ai interviewée il n'y a pas très longtemps, qui est interprète et traductrice, et qui me dit « Ah, moi, on me dit souvent que j'ai un accent sexy. » Elle parle français avec un accent d'américaine, mais c'est sexy. Mais pour un arabophone, s'il parle français avec l'accent arabophone, là, c'est pas du tout sexy. Elle dit « Je n'ai jamais été victime de discrimination à cause de mon accent américain. On m'a dit que c'est sexy. » Et la petite histoire, lorsque j'ai séjourné au Canada, on me disait « Oh, you speak French. Voulez-vous coucher avec moi ?» C'était ça, voilà. C'était ce qu'on me sortait. En français, c'est associé, voilà, c'est sexy. C'était la seule phrase qu'il savait dire. Hein, « Voulez-vous coucher avec moi ?» Donc, pour les Français, dans l'autre sens, c'est l'accent italien qui est perçu comme étant sexy. Après, là, j'ai pris cette étude de Babel, hein, que vous connaissez, qui est la société spécialisée dans l'apprentissage des langues. Mais après, je ne suis pas très sûre de la fiabilité des sondages, puisque voilà, c'est un peu, enfin, c'est du sondage, enfin, c'est des études quantitatives. L'autre témoignage, enfin, la suite, oui, merci. Elle disait donc toujours ce témoignage de l'américaine, elle disait, voilà, enfin, elle essayait de comprendre, elle disait, moi, petite, voilà, on adorait la petite anglaise, peut-être Jane Birkin et son accent qu'on a toujours aussi, que les Français trouvent sexy, l'accent de Jane Birkin. Il n'y a pas de discrimination ici. Et j'avais aussi trouvé intéressant de vous faire partager cela aussi, enfin, c'est aussi extrait du livre de Philippe Blanchet, Combattre la glottophobie. Lorsque certaines institutrices dans une école en Corse avaient voulu faire chanter Imagine de John Lennon, donc c'est une chanson qui parle de fraternité, etc. L'idée c'était de chanter dans toutes les langues. Il y a eu des parents qui se sont manifestés, qui avaient refusé que leurs enfants chantent en arabe. Ça a fait polémique et ils ont dû tout annuler. Parce que, voilà, tout simplement parce que les enfants ne devaient pas chanter en arabe. Diapo suivante.
j'ai pris aussi cette capture d'écran de Grace Lee, qui est une écrivaine et militante féministe et antiraciste, que vous pouvez lire. Elle dit donc, quand ma mère me parlait devant l'école, j'entendais les moqueries et les imitations d'accent, sachant qu'elle est d'origine cambodgienne, je crois, il me semble, cambodgienne ou vietnamienne, cambodgienne, vietnamienne ou sino-cambodgienne, qu'on se moquait de l'accent de sa mère à l'école. L'ouvrage de Jean-Michel Apathy et de Michel Feltin-Palès, qui s'interrogent tous les deux, pourquoi est-ce qu'en France, un seul accent est jugé normal? Pourquoi est-ce qu'on n'entend jamais à la télévision, dans le journal de TF1, sur France 2, un accent, enfin, ch'ti ou un accent marseillais? Et qui s'est permis donc de s'arroger le pouvoir de définir la bonne manière de parler, puisqu'il existe en France une pléthore d'accents, et avoir l'accent, finalement, ça se traduit par des moqueries, par des injures, par l'impossibilité d'accéder à certains métiers, que ce soit dans l'audiovisuel, le cinéma, le monde des affaires, etc. Ici, j'aimerais bien aussi vous faire écouter cet accent, je ne sais pas si vous connaissez, ou enfin le Marie-Arlette Carlotti, qui change d'accent. J'espère qu'on pourra l'écouter. Pour rappel, pendant que vous faites votre petite manipulation, Marie-Arlette Carlotti est la ministre déléguée aux personnes handicapées en 2013, où elle parle donc, elle prend la parole avec 2 accents différents en 24 heures. Je vous laisse écouter. On voit? Non. Ça s'appelle Bah oui, je peux partager. J'arrive à distance. Marie-Arlette Carlotti qui se présente. Écoutez-la sur LCI quand elle vient en tant que ministre. Le président de la République a demandé au Premier ministre d'annoncer toute une série de mesures pour lutter contre les paradis fiscaux. Et maintenant, écoutez-la le lendemain dans la matinale de Canal, spéciale IAM, donc spéciale Marseille, donc. Et elles ont besoin, elles aussi, d'une grande ville pour se développer. On en a assez de l'image qu'on montre, et puis au quotidien, les Marseillais sont moins heureux. On ne peut pas le dire quand on est à Paris. Hein. Voici donc des allers-retours. Voici la même femme à 24 heures d'intervalle. Vous savez-vous que c'est moi qui suis quasiment exclue du groupe socialiste du Conseil général. Quand on est à Marseille, on dit on l'aime notre ville. C'est-à-dire que je n'ai pas pu instruire préalablement les dossiers. C'est ce qu'on dit. Il y a des moments où on l'aime moins qu'avant dans le quotidien. Voilà, no comment. La diapo suivante voilà, illustre que la glottophobie n'existe pas qu'en France. Dans le monde anglophone aussi, il y a de la glottophobie. Donc, des chercheurs comme Devyani Sharma de l'université de Queen Mary travaillent aussi sur les discriminations linguistiques, sur la glottophobie. Et elle a montré que l'accent pouvait avoir un impact sur la mobilité sociale et professionnelle. Ici, je vous ai fait... ah oui, diapo suivante, pardon. Et là, donc, c'est un article qui conseille, enfin, qui dit de ne pas discriminer en fonction des accents en Angleterre pour recruter. Voilà, puisque, voilà, enfin, comme en France, on est discriminé si on n'a pas le bon accent. On arrive vers la fin, donc accent et mobilité sociale, merci. Je vais aller très vite puisque l'heure tourne. Donc voilà, enfin en jaune, surligné en jaune, ce sont, voilà, enfin ce qui est important de souligner ici, cette anxiété, cette marginalisation des locuteurs. Diapo suivante, l'accent lié au recrutement, hein, puisqu'il y a toujours ces stéréotypes d'accent pour juger de la capacité professionnelle. Souvent, on m'a dit, enfin, avec des personnes que j'ai eues en entretien, des personnes étrangères qui me disaient « Ah, mais je comprends très bien le français, j'ai un accent, mais on ne me confie pas des postes de responsabilité parce qu'on pense que comme j'ai un accent, je ne comprends pas très bien le français. » Et donc, on associe accent à absence de compétences. L'accent cockney en Angleterre, voilà, c'est un petit peu l'accent, voilà, à ne pas avoir si on veut être recruté. Il
faut avoir le Queen's English, entre guillemets, l'anglais de la reine. Et pour la petite histoire, vous savez aussi, enfin je ne sais pas si vous le savez, mais je vous le dis, Kate Middleton, on le dit, qu'elle a suivi des cours de diction pour pouvoir parler comme une personne de la famille royale. Cette dernière diapo, l'accent français est sexy pour les étrangers, on l'a vu. Et moi, puisqu'on arrive à la fin de cette conférence, j'aimerais vous poser la question, après m'avoir écouté, je vous pose la question, est-ce que vous imagineriez avoir une histoire d'amour avec une personne qui a un fort accent? Est-ce que vous fantasmeriez sur une personne, un homme ou une femme ayant un fort accent picard, créole, voilà. Je vous laisse méditer là-dessus. Parce que là, beaucoup de personnes à qui j'ai pas posé la question comme ça, mais c'est venu et elles m'ont dit, ah non, moi son accent là, ça va pas du tout. Il ouvre la bouche ou elle ouvre la bouche. Il peut être beau, belle, avoir un super boulot, on s'entend super bien, mais l'accent, non, moi je l'ai entendu parmi mes témoins. Donc voilà, ce sera à méditer. Et pour terminer, donc pour cette dernière partie, comment est-ce qu'on peut combattre cette glottophobie? Observer, éviter de porter des jugements hâtifs, puisqu'on risque de tomber dans des stéréotypes, vous l'avez bien compris. Saisir le défenseur des droits, porter plainte, se faire accompagner par des associations et surtout ne pas tomber dans ce qu'on appelle le négationnisme linguistique. Dire voilà, de toute façon c'est du créole, c'est une langue minorée ou voilà c'est du wolof, c'est un dialecte. Voilà, ne serait-ce que le terme dialecte, patois, ce sont des termes péjoratifs. Pour un linguiste, toutes les langues se valent. Dire voilà, ça c'est ton dialecte et c'est ma langue. Vous voyez qu'il y a un rapport de hiérarchie qui s'installe. Donc non, pour un linguiste, il n'y a pas de patois, il n'y a pas de dialecte. C'est vraiment, ça fait partie des idéologies. Donc les propositions, sensibiliser au plurilinguisme dans le cadre scolaire, bien évidemment, ça commence très jeune, à l'interculturel, à la citoyenneté mondiale. Prendre conscience donc que nos comportements ont des impacts sur les personnes et sur le monde de manière générale. Vivre des expériences d'immersion interculturelle, voyager, pouvoir voyager, il faut aussi avoir les moyens, mais le voyage, ça apprend la tolérance. On est confronté à d'autres cultures, d'autres manières de voir, de vivre, de penser. Et ce sont des manières de penser, des façons de vivre qui sont utiles et même nécessaires à la connaissance, à l'initiation, à l'ouverture vers l'autre. Ça forge le caractère. On dit bien que les voyages forment la jeunesse. Et ça aide donc à cette ouverture à l'altérité. Donc, ne plus considérer qu'il y a des communautés, des religions, des orientations sexuelles, voire des races supérieures à d'autres, mais faire preuve de ce qu'on appelle en sociolinguistique de bienveillance linguistique. Essayer de ne pas se dire « ces personnes parlent trop fort » ou de manière inarticulée, se mettre à la place des personnes et se dire « ça fait partie de leur culture ». Faire l'effort de parler de manière articulée avec un débit plus lent, pour faciliter l'interaction avec un locuteur non natif, par exemple. Et proposer des remédiations, des corrections, des formulations de manière discrète et non évaluative, mais toujours dans la bienveillance. Médéric Gasquet-Cyrus, qui est donc aussi un collègue de l'université d'Aix-Marseille, il dit « Dire à quelqu'un qu'il a un accent, c'est non seulement le renvoyer à une altérité, mais également à ce rapport normatif et cette hiérarchie donc qui est implicite, puisque s'il a un accent, c'est par rapport à quelqu'un qui n'a pas d'accent. Et Annette Boudreau, elle préconise de dire, si on vous dit qu'on a un accent, vous répondez, vous dites « Ah moi aussi, j'aime bien ton accent ». Donc, favoriser le mieux vivre ensemble en changeant son regard
essayer donc d'éviter d'assimiler répertoire linguistique et intelligence et compétences. Faire preuve de civilité langagière. Et pour terminer, puisque voilà, on va écouter Jaja de d'Aya Nakamura et on va terminer cette conférence là-dessus, puisque Aya Nakamura, enfin, elle a aussi fait polémique par rapport au JO. Et voilà, sur ce, je termine la conférence. Peut-être avoir vos réactions. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous apprendrez le français avec Martine et Aya Nakamura? Et pour vraiment terminer, la diapo suivante, puisqu'on parlait des discriminations, et je suis aussi tombée sur cette discrimination capillaire. Voilà, mais là, on rentre dans un autre débat, et voilà, moi, je m'arrête ici. Merci. Merci. Peut-être pour s'il y a des questions. Alors, est-ce qu'en ligne, il y a des personnes qui ont des questions? Est-ce que dans la salle, il y a des questions? Vous arrivez à lire si vous avez quelque chose qui se passe là? C'est bien. Moi, j'ai une question. Oui. Moi, j'avais un petit peu en tête qu'il y avait un peu quelque chose d'assez français aussi par rapport à la langue française, justement en termes de glossophie. Et ce que je trouve aussi très intéressant en vous entendant, c'est que ça ne concerne pas que le français, il y avait pas mal de recherches internationales, on parlait aussi pas mal de l'anglais. Est-ce qu'il y a une prédisposition un peu plus française avec le côté académie française notamment? Vous n'êtes pas très beaucoup étendu sur l'académie française, mais qui représente un peu quand même cette pureté de la langue, ou est-ce que c'est vraiment très partagé au niveau de la planète et des différentes langues? Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu plus par rapport au français ou pas? Je dirais de par mon expérience, puisque comme j'ai aussi vécu dans des pays anglo-saxons, je trouve qu'on est beaucoup plus sévère en France sur les discriminations. Avoir un accent lorsqu'on parle anglais, ça passe. On peut parler anglais avec un accent indien, parler de Singlish, le Singaporean English, l'accent d'Afrique du Sud, ça passe. Alors que lorsqu'on parle français avec un accent qui n'est pas considéré comme normé, voilà, si ça peut être un accent belge, québécois, sénégalais, des îles, ben on se fait un petit peu fustiger. On va dire, ah, t'as un accent et tout, alors que oui, enfin, dans le monde anglo-saxon, je trouve que même si cela existe, puisque l'anglais est considéré comme la langue internationale, ça passe mieux. On accepte que les gens ont des niveaux différents d'anglais, alors que le français, soit on est locuteur natif, et encore, qu'est-ce qu'on comprend par cela? Parce que locuteur natif, mais en fait, lorsqu'on vous dit, vous êtes locuteur natif, mais en fait, on veut dire locuteur natif de France hexagonale, pas réunionnais, pas martiniquais, pas belge. Et de France Paris. Et de France Paris aussi. Quoique, parce que je sais que j'ai eu des collègues marseillais qui sont allés enseigner en tant qu'enseignants, enfin, à l'étranger, mais comme ils venaient de France, ils n'arrivaient pas forcément à faire la distinction. Après, faut vraiment s'y intéresser, mais voilà, si on est de France hexagonale, ça passe mieux que si l'on est de Polynésie française, par exemple. Si j'ai répondu à votre question. J'ai fait un témoignage par rapport à 2 situations de l'autophobie que j'ai vécues en 48 heures. Donc, c'est quand même dans notre quotidien. J'ai acheté récemment une voiture pour ma belle-fille. Et quand je suis allé voir cette personne, elle me dit, en fin de compte, je voulais réserver parce que j'ai eu beaucoup d'appels, c'était une belle occasion. Mais c'était surtout des personnes à fort accent. Vous voyez ce que je veux dire. Donc là, j'ai préféré vous la garder pour vous parce qu'on sentait que, bon, il n'y a pas d'accent, vous exprimez bien, on sent tout ce qu'il y a derrière, tout ce stéréotype qui va derrière et cette discrimination qui va derrière. Ce qui veut dire que là, je me suis mis, comme vous dites, parce que c'est aussi un peu ma manière d'être, mais par la rigolade, qui va écouter, je suis vérifiant, je peux prendre l'accent mon Dieu, et du coup, il y a un questionnement de la personne, mais pourquoi il fait ça? Et c'est bien parce que c'est une personne qui est en danger et qui avait elle-même un accent.
Et comme quoi on peut le vivre au quotidien. Et ce matin, quand même, une parole d'élève, cinquantaine d'années, ça m'a beaucoup touché parce qu'elle est syrienne et elle s'est excusée au moins, j'ai arrêté de compter au bout d'un moment, je vous assure, 15 fois parce qu'elle avait du mal à s'exprimer. Ça faisait 7 ans qu'elle était en France. Elle avait un vécu mais extraordinaire vraiment. Et elle était dans son pays, donc avec, socialement bien installée, puisqu'elle était psychologue. Mais arrivée en France, elle faisait des efforts, des formations à l'AFPA pour pouvoir être animatrice. Et c'était terrible parce qu'elle s'excusait tout le temps, alors qu'elle comprenait très bien ce qu'elle voulait dire. Et c'est fou, ce positionnement qu'elle avait d'infériorité, alors même qu'elle avait un vécu que je trouvais admirable. Et ça veut dire que malheureusement, lui, au quotidien, encore une fois, comme beaucoup de discrimination, on n'a pas fini la lutte. Non, c'est un vaste chantier. Hein, oui. Est-ce qu'il y a des gens qui, en ligne, ont des questions? Oui, moi j'ai une petite question comme ça qui me vient, c'est dans le cas contraire. Effectivement, on entend une personne en face avec elle et elle a un accent chantant ou pas, ou un accent qui vient d'un autre pays et qui nous émeut et qui nous plaît. Et de ce fait, on est aussi confronté à ça. On a envie de lui dire que ça sonne bien aux oreilles et que c'est agréable, même si le parler peut-être de la langue n'est pas tout à fait aussi bien exprimé. Mais de ce fait, on est peut-être un petit peu gêné pour le lui dire. Après, ça dépend aussi de votre oui. Après, je pense qu'il y a des choses, oui. Peut-être Le contexte aussi, oui. Dans un contexte professionnel, des fois, c'est différent. Est-ce que c'est un contexte un peu plus peut-être d'intimité, ou en tout cas, on est en petit groupe et on est avec la personne. Oui. C'est ça, c'est le contexte. Oui, et comment est-ce qu'elle réagit aussi, pour ne pas la froisser. Oui. En fait, ça fait penser à cette observation des fois qu'on entend où les gens nous disent, quand on leur pose la question des origines. Oui. Voilà. Voilà. Et que finalement, c'est aussi une façon Oui, de tout à fait. poser finalement cette question-là. Oui, tout à fait. Il faut être effectivement très habile, assez simple dans sa formulation, aller poser ce type de questions. On ne peut pas ni gêner la personne, ni se sentir soi-même aussi. Aussi, oui. C'est ce que vous avez dit au départ, de toute manière, que la langue et les mots, c'est puissant. Hein. Ça peut être des armes, comme ça peut être des cadeaux, comme ça peut être des caresses ou des attentes très puissantes à soi. Et on le voit bien, enfin, c'est ce que vous dites. Enfin, je pense qu'on peut tous puiser dans nos souvenirs d'enfants des paroles qui nous ont dévastés. Alors que ce soit là, quand nous se sont moqués de votre accent, ou que ce soit carrément autre chose. Et les mots sont dévastateurs. Et c'est vrai que la langue, c'est un outil très puissant. C'est bien pour ça que, pour la colonisation aussi, on a imposé la langue du colonisateur, interdire la langue, pour nier complètement la culture de l'autre et pour pouvoir asseoir le pouvoir de manière la plus définitive possible. Donc effectivement, je vous remercie parce que finalement, comme vous l'avez très bien dit, c'est insidieux parce qu'on oublie en fait ça et on ne s'en rend pas forcément compte. Et cette insécurité linguistique, elle explique aussi beaucoup de choses sur le fait que les petits Français sont peut-être pas forcément très linguistes parce que justement, cette insécurité linguistique, le fait de parler une autre langue en classe, on n'ose pas le faire parce qu'il y a l'autre qui va se moquer, il y a l'autre qui va nous regarder et que finalement, on ne parle pas l'anglais ou l'espagnol pur ou le je sais pas quoi, cette image idéale de la langue qu'on est censé faire. Et on ne se lance pas et on n'ose pas et on passe à côté de richesses énormes. Merci. Absolument sensible. Oui, ça peut être, il n'y a pas forcément de recherches qui ont été Une question en ligne. Oui. À quel point les préjugés ont-ils un impact sur les formes de glottophobie que nous pouvons avoir? Les préjugés, comme on l'a dit, avoir des préjugés, ça impacte donc notre manière de nous comporter envers une certaine personne. Par exemple, je cherche un exemple. Je sais on m'a déjà aussi fait part je pense aux témoins, à mes études de terrain,
où certaines personnes me disaient ah oui, donc voilà, moi je suis mère de famille, par exemple. Peut-être non, enfin peut-être, enfin c'est peut-être pas un bon exemple. Ah oui, ah oui, oui, ça c'est un bon exemple. Alors non, pardon, je reformule mes idées. Ah oui, ça me fait penser, pour donner un exemple de préjugé, je ne sais plus, je crois qu'il y avait une vidéo qui était passée en boucle sur Internet où il s'agissait d'un grand scientifique. Je ne me souviens plus de son nom, là je suis incapable de vous le dire, mais je sais que ça avait fait polémique, enfin, puisque c'était un scientifique caucasien qui vivait en Asie et qui était marié à une asiatique. Et à un moment donné, c'était pendant le Covid, à un moment donné, voilà, il faisait ses conférences et tout en visio. Et à un certain moment, il y a eu sa femme qui est venue, puisque son enfant est arrivé dans la pièce. Et la femme est venue et tout le monde a pensé que c'était sa nounou, alors que c'était sa femme. Donc préjugé, voilà, parce que des nounous, voilà, les nounous sont asiatiques et donc voilà. Donc des préjugés, quand on a des préjugés, ben, ça influe notre manière de penser et notre comportement. Donc on va s'adresser à elle en tant que nounou. Voilà, si je peux répondre. Enfin, ce que ça me fait penser aussi, c'est ce que j'avais l'intention de vous poser un peu comme question avec votre propos, et aussi quand on parle des accents. Pour moi, il y a vraiment aussi une hiérarchie des langues, une hiérarchie des accents. Et pour le coup, si on a des préjugés, par exemple, sur une personne, on va voir certaines catégories de personnes, par exemple de la cité, avec des guillemets, hein, évidemment. Et comme on a des préjugés négatifs sur les personnes qui viennent des cités, pour le coup, leur façon de parler, entre guillemets, on va l'avoir d'un point de vue négatif. C'est une appréciation qu'on a beaucoup moins, par exemple, avec ce qu'on associe au sud, le soleil, l'accent du sud, et qu'on va avoir, par contre, un préjugé plus négatif sur les gens du nord, oui, qu'on va associer plus à quelque chose d'ouvrier, de même un peu déclassé, et pour le coup, ça fait un peu, dans l'esprit des gens, un accent miséreux. Oui. Donc, et c'est comme en langue, quand on va demander à des élèves en début d'année, est-ce que vous parlez plusieurs langues ? Oui, bah, je parle anglais, français, ah très bien, je parle français, arabe, ah non, mais ça compte pas vraiment. J'ai l'impression en fait que voilà, on a quand même aussi cette hiérarchie par rapport aux préjugés qu'on peut avoir sur les personnes et les groupes. Ah oui, tout à fait. Tout à fait, ça me fait penser quand j'ai dit, voilà, j'ai quand même une expérience professionnelle à l'île Maurice, qui est mon pays d'origine. Une personne m'a déjà dit, ah mais ça c'est pas sérieux, ça fait vacances. Donc mon expérience professionnelle à l'île Maurice, elle ne compte pas parce que ça fait vacances. Non, j'avais pas de crème solaire, non. J'essaye de protéger ma peau, donc non. Et à Maurice, cette tolérance, elle est partagée. La tolérance par rapport à sur les langues et les différents accents et les différentes origines, justement, qui se mêlent dans la langue. Parler de laboratoire, justement, et donc ce qui veut dire qu'il y a une grande pratique avec une grande richesse, comme vous disiez, et ce qui veut dire qu'entre Mauriciens, il n'y a pas de discrimination par rapport à certains accents plus marqués que d'autres. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'à Maurice, voilà, même si on est très mélangé, il y a quand même des communautés. On va parler pour utiliser des termes du terrain, de blancs mauriciens qui ont un accent, je sais pas, peut-être, qui date de l'époque coloniale, on va dire. C'est simpliste, c'est très simpliste là, mais voilà, on les reconnaît à leur accent de blancs mauriciens. Des Indo-Mauriciens, ils auront un autre accent. Tout comme ce qu'on appelle des créoles, ils auront aussi un autre accent lorsqu'ils parlent français. Mais la norme reste le français de France. Il y a pas, avant, il y a peut-être 50 ans, c'était l'accent des blancs mauriciens, mais maintenant c'est plus le cas. Tout le monde veut parler, avec la mondialisation, tout le monde veut parler comme un français de France. Surtout qu'avec les call centers, puisqu'il y a eu pas mal de call centers qui sont maintenant implantés à Maurice, au Maroc, etc., pas mal de délocalisation.
il y a eu cette volonté de parler, voilà, enfin, il faut gommer, il ne faut pas savoir qu'on appelle et qu'on est à Maurice, donc on doit perdre son accent. Moi, je me souviens, lorsque j'ai travaillé à l'Institut français, on avait fait appel à moi pour gommer l'accent. Je crois, mais c'est pas mon boulot, je suis pas... Moi, je suis là pour, si vous voulez perfectionner votre français, la forme écrite, orale, etc. Mais c'est pas, moi, je peux pas... c'est pas un coup de magie comme ça, un coup de baguette magique et on gomme son accent. Enfin, et après, je leur ai expliqué, voilà, c'est aussi l'identité, etc. Parce que gommer son accent, c'est aussi gommer une part de son identité et tout ce qui va avec. Et ça, les gens avaient un peu de mal à comprendre puisque l'idée, c'était de parler comme un locuteur français de France. Et certaines personnes, je me souviens, puisque à l'Institut français où je donnais des cours, j'avais des personnes qui étaient avocates, médecins, directeurs de ressources humaines qui venaient à l'Institut français puisqu'ils me disaient on travaille avec des Français, des expatriés français, et moi, en réunion, je n'ose plus prendre la parole parce que voilà, je parle avec un accent mauricien et il y aura des froncements de sourcils, des sourires en coin, et que je me souviens en particulier de cette directrice des ressources humaines, elle me disait, mais elle a aucune perspective d'avancement de carrière, puisqu'elle est, en fait, elle n'ose pas participer lors de réunions. Elle me disait, mais c'est une souffrance. Elle me disait, je vis cela comme une souffrance. Voilà, enfin, j'ai l'impression d'être arrêtée au niveau professionnel puisque je n'ose pas prendre la parole en français. C'est pour vous dire à quel point ça peut marquer les personnes et que c'est une vraie souffrance psychologique. Les gens disent, je suis mal à l'aise, je souffre, j'en souffre. Ces personnes que j'ai eues, enfin, mon terrain, ça m'a vraiment touchée. C'est vraiment des aspects humains. Et quelle perte pour tout le monde. Pardon ? Quelle perte pour tout le monde, pour la richesse. Ah oui, oui, bien sûr. Et même pour elle, ça veut dire que ses compétences, en fait, ne sont pas exploitées. Oui. Mais moi, ça m'a fait penser à quelque chose, c'est au sein du monde universitaire, cette hiérarchie des langues entre les UFR et entre les disciplines. Et lorsque j'ai, pour une expérience professionnelle, rejoint une faculté de juriste, vraiment l'impression d'arriver dans un monde que je ne comprenais pas et qui jouait en fait de cette supériorité, cette éloquence, ce phrasé impeccable, cette capacité à répondre à tout et à toutes les occasions. Et en fait, alors que moi-même, j'avais une légitimité à travailler avec eux, mais cette hiérarchie qui se faisait et qui m'a complètement mise en insécurité sur ma capacité à intervenir en réunion, à prendre ma place. Et ça a pris des mois, en fait, pour m'autoriser, en fait, à me dire, mais non, mais en fait, tout ça, c'est de l'habillage. Et le fond, en fait, de ce que j'avais à apporter, c'était autre chose. Et voilà, j'ai pris quelques petits réflexes de juriste en me disant, voilà, je serais mieux acceptée, mais finalement, le fond va l'emporter sur la forme. Et donc, je vais réussir à faire passer mes messages, à faire passer mes idées autrement. Et je pense que cette insécurité, on la trouve à plein d'endroits dans ces organisations assez petites, jusqu'au niveau national et voire international. Oui, je te rejoins complètement, Christine. Je pense qu'on a tous vécu cette insécurité linguistique à divers niveaux, à différents niveaux. Je pense aussi qu'on l'a tous vécu et qu'on l'a tous potentiellement fait vivre aux autres. Parce que ce que je trouve aussi intéressant quand vous dites à la fin comment on peut lutter, le nombre de fois, moi je me rappelle avoir été choquée il y a quelques années et de ne pas vouloir en parler d'orthographe, de m'arrêter à la faute d'orthographe. Vous parliez aussi de séduction. Je me rappelle, il y a quelques années, d'être dit aussi, la communication par écrit, ah non, il parle comme ça, c'est pas possible. Et là, aujourd'hui, je me flagelle avec ça. Et tous, à un moment, on a pu dire à quelqu'un, mais ça ne se dit pas. Ce que je dis, alors que du même moment que la personne me le dit,
C'est-à-dire que nous-mêmes, on va pouvoir vivre ce genre de situation, mais on le fait revivre à d'autres que l'on estime, entre guillemets, inconsciemment en dessous, et qu'on estime avoir le droit de corriger en disant « Ah ben non, t'as pas fait la liaison, t'as pas accordé correctement, tu n'as pas mis le bon subjonctif. » Le subjonctif, bien que, malgré que, voilà. Et même moi, je me retrouve régulièrement à googler une forme alors que j'ai fait un cursus de lettres, etc. Et à me dire, oh là là, mais qu'est-ce que les gens ils vont penser, j'ai pas mis de subjonctif, j'ai fait une faute. Et c'est vraiment toute une déconstruction de se dire, ok, c'est pas grave. Et j'ai un ami, moi, qui est iranien, qui a fait des hautes études en médecine, qui est arrivé en France. Et en France, il a fait un travail universitaire et en fait, il s'est fait bâcher par son directeur qui lui a dit trop de fautes, je ne lirai pas votre travail. Il est aussi anglophone, pour le coup, cet ami, il a amené son travail en Angleterre. Là, on lui a dit on a des correcteurs, on se moque, parce qu'il faisait des fautes en anglais, c'était pas non plus sa langue d'origine, et on a publié son travail. Et c'était le même contenu, il me disait aussi quand il intervient en Europe, il me dit quand j'interviens en France, que je parle français, et parle très bien français, hein, les gens me regardent de haut, je me mets à parler anglais. Alors là, par contre, c'est parfait. Et il voit, lui, vraiment aussi cette différence. Et il a commencé par me dire, en France, vous avez un problème avec votre langue, il faut vous détendre. Détendez-vous. Et même avec les autres langues, parce que moi, je vois quand on est entre étudiants, élèves et tout, il y a toujours, quand je prends la parole, quelqu'un me dit, oh, t'as vu son accent anglais, il est poli, etc. Oui, c'est ça. C'est un vécu dans les classes. Malheureusement, ce que vous disiez, certains vont tomber dans le mutisme finalement parce que si je n'ose plus parler, on n'a pas le droit à l'erreur. En fin de compte, si on résume, le français n'admet pas beaucoup le droit à l'erreur par rapport à la culture anglo-saxonne où ça fait partie des apprentissages et quelqu'un qui va planter 4 entreprises et on va lui faire confiance pour la 5e parce qu'il a été capable de renaître. Mais n'empêche qu'en France, on va accentuer cette erreur. Et ça, l'héritage napoléonien, il fait mal. Et je trouve que dans les langues, comme vous disiez, à un moment donné, ça va se traduire dans les classes sur l'apprentissage où les élèves vont se mettre en retrait et ne plus oser parler. Alors que faire? Mais après, l'idée, c'est aussi de se mettre à la place de ce qu'on appelle les primo-arrivants. Moi, par exemple, je disais lorsque j'étais en face de futurs enseignants de FLE, par exemple, je leur disais, mais déjà pour valoriser les langues des autres élèves, avec un tableau à l'entrée de la classe, leur demander d'écrire bonjour dans leurs différentes langues. Ne serait-ce que cela, ça valorise leur langue maternelle. Et aussi, ça montre aussi aux parents, voilà, qu'on est ouvert à l'altérité, au plurilinguisme, parce que souvent les parents disent ah non, moi je veux pas que mon enfant apprenne l'arabe. Donc, ne serait-ce que voilà des petits pas comme ça, écrire voilà, dis-nous comment est-ce qu'on dit bonjour en suédois, en arabe. Il viendra, il va le dire et les autres apprendront. C'est vraiment baigné dans cette richesse. Et c'est une richesse. Enfin, on se rend pas compte. Certaines personnes ne se rendent pas compte, mais c'est tellement riche d'avoir, de parler plusieurs langues, de comprendre plusieurs langues et de vivre, enfin, dans cette interculturalité. Moi, je sais que quand je suis arrivée en France, je me rendais pas compte de toute la richesse que j'avais eue en vivant à Maurice. On se rend pas compte jusqu'à ce qu'on est confronté à, voilà, enfin, ici, tout est, voilà, on se dit, bah, ici, c'est plutôt, enfin, on n'est pas forcément complètement monolingue en France, mais oui, enfin, c'est une question complexe, mais c'est là que je me suis rendu compte de toute cette richesse au niveau culturel, etc., dans laquelle j'ai baigné, et c'est vraiment en étant confronté aux autres qu'on s'en rend compte. Merci beaucoup. Merci à vous. La conférence. Merci aux gens qui étaient en ligne. Donc, s'il n'y a plus de questions, voilà, on vous propose de terminer cette soirée. Merci beaucoup.